Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter, suite aux différents topos de ce matin, le tube nasopharyngé, qui est l'expérience clinique depuis plus de 20 ans, enfin non, plus d'une quinzaine d'années, on va dire, au CHU de Montpellier. Donc pour être direct, le tube, sa fonction, c'est le problème des obstructions des voies aériennes supérieures. Et vous le savez, donc c'est dans cette triade de rétrognathie, de glossoptose, on a l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et c'est un critère donc diagnostique de sévérité, mais bien sûr aussi de pronostic lié à l'hypoxie qu'elle entraîne. Donc la difficulté, c'est d'évaluer la sévérité, qui est souvent sous des signes cliniques, mais bien sûr, les signes paracliniques sont très importants, le contrôle polysomnographique ou polygraphique et l'hématose. Dans les grades 3, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de lever de l'obstruction respiratoire qui entraîne, vous voyez sur ces images historiques qui sont aggravées en décubitus, comme ça a été dit, avec ce forçage. L'idée, c'est de passer de cet obstacle de façon à ouvrir les voies aériennes supérieures. Le tube nasopharyngé est une première approche après les essais de positionnement qui peuvent être en décubitus ventral ou latéral. Et puis, si jamais il y a un échec, on peut passer à d'autres techniques qui seront décrites plus tard, comme la labioglossopexie ou bien sûr la trachéotomie. L'expérience du service a montré depuis l'introduction en 2001 de l'utilisation de la sonde du tube nasopharyngé, en particulier donc, dans les groupes 3, c'est-à-dire ceux qui avaient nécessité donc, de lever cette obstruction respiratoire, et on voit qu'il y a une certaine corrélation avec la gravité des troubles alimentaires, puisque dans ce groupe-là, l'alimentation exclusive orale seule était de 51 jours en moyenne, de 51 jours en moyenne, et qui était beaucoup plus longue que les autres groupes, c'est-à-dire sans troubles obstructifs. Donc il y a une amélioration aussi de l'alimentation quand on lève l'obstruction respiratoire. Alors ce tube, pourquoi l'utiliser et à quel moment, quand les critères cliniques et paracliniques sont par exemple donc une saturation en oxygène inférieure à 95, plus de 55% du temps, l'acapnie transcutanée qui est déjà un signe d'alerte, et bien sûr sont les critères, les index d'apnée-hypopnée lorsqu'elles sont sévères avec des saturations importantes. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de maintenir en fait la perméabilité des voies aériennes supérieures de façon constante en passant donc ce tube par le nez, et qui va venir donc en arrière ici de la langue pour se retrouver en fait dans le laryngopharynx ou l'oropharynx, de façon à assurer la ventilation et de shunter cette obstruction par la langue qui est basculée en arrière. Donc ça agit comme une espèce d'attelle, et qui a également pour but de propulser la langue en avant pour avoir une meilleure positionnement. Les avantages, c'est qu'elle est relativement peu invasive, assez simple d'utilisation puisque ces sondes elles sont dans tous les services. Et puis quelque chose pour nous qui est très important, c'est qu'elle préserve l'oralité sensitive et sensorielle sans avoir dans la bouche quelque chose qui est comme des plaques ou une labioglossopexie qui peuvent entraîner des troubles sensoriels et sensitifs de l'oralité. Et puis ça améliore aussi la clairance pour la salive et la déglutition. La longueur de ce tube est importante, plus que le diamètre, et elle est déterminée en fonction du poids de l'enfant. En général, c'est des longueurs environ de 7 cm et des diamètres de 3 ou 3,5. Et la longueur est déterminée par la longueur entre la face latérale du nez et le tragus. Je vous montrerai juste après les mesures. Le diamètre est estimé en fonction de la taille de la narine. Vous avez ici donc la taille de la narine, la sonde avec cet rétablissement de la continuité aérienne, et ici donc le laryngopharynx qui est ouvert. Alors parfois, en cas de collapsus ou de laryngomalacie, une fibroscopie peut être nécessaire pour essayer de mieux comprendre pourquoi la sonde ne fonctionne pas, par exemple. Donc il faut qu'il y ait un bon ajustement, et si le tube nasopharyngé est trop court, à ce moment-là, l'obstruction n'est pas levée et on peut mettre une sonde un peu plus grande.
Donc ce tube, voilà comment il se constitue. Donc il y a une trompette en quelque sorte ici qui va venir sur la narine. Il faut faire attention qu'elle n'appuie pas trop sur la peau pour éviter des escarres. Et on va mesurer donc la longueur en fonction de la longueur du nez jusqu'au tragus, qui va donner un critère clinique pour l'utilisation de la taille de la sonde. Ensuite, elle va être fixée par des fils de soie au niveau de la trompette. On met des duodermes au niveau à 3 points. Et puis, on va donc fixer cette sonde avec des tégadermes, par exemple, de façon à bien la fixer. Donc, j'ai résumé la mise en place. Donc, il faut le faire sur un enfant calme, à distance du repas. On peut être avec une personne ou deux, c'est-à-dire il faut, pour la première utilisation, que ce soit obligatoirement un médecin, néonatologue, anesthésiste, ORL, quelqu'un qui est expérimenté ou chirurgien pédiatre par exemple, ou maxillofacial. Et puis ensuite, une fois que la procédure est enclenchée, on le montre aux parents de façon à qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Si c'est douloureux au début, on peut donner des analgésiques, bien sûr. Le tube est incliné plutôt vers le bas. Hein, et maintenant, avec le Covid, les gens ont bien compris qu'il ne faut pas aller vers le haut du nez, mais vers le bas pour aller dans la gorge. Et on fixe donc ce tube avec le duoderme et tégaderme pour éviter les problèmes cutanés et faire attention, je rappelle, au niveau de la narine, qu'il n'y ait pas d'escarre. Conclusion, l'expérience de ce tube nasopharyngé montre une certaine simplicité d'utilisation qui peut être mise en place donc, assez rapidement après évaluation clinique et polygraphique. Et en cas d'échec, ce qui a été rarement le cas dans notre expérience, on peut être amené à faire d'autres procédures chirurgicales comme la bioglossopexie éventuelle dans les glossostoses très sévères ou bien sûr la trachéotomie. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci pour ce topo très clair. J'avais juste une question concernant la longueur et la taille du tube. Est-ce que parfois vous êtes amené à changer la sonde en fonction de la croissance de l'enfant ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire ? Non, en pratique, une fois qu'on a trouvé la bonne taille, puisque dans les 0-3 mois, en général, il y a peu de croissance à ce moment-là, donc ça ne bouge pas. Les enfants gardent le tube nasopharyngé en moyenne pendant combien de temps? Et s'ils le gardent longtemps, est-ce qu'il faut le changer de manière systématique? Alors, dans l'expérience qu'on avait eue clinique, ça peut être très passager, genre une semaine, 10 jours, et très rapidement, en fait, quand l'enfant pousse avec la langue et le tube ressort, ça veut dire qu'il est gêné, et à ce moment-là, on l'enlève, comme un peu la PPC. Et puis, dans les formes très sévères, ça peut être en moyenne 3 mois de tube nasopharyngé qui est laissé en place. Mais au-delà de cette période, souvent, ils n'en ont plus besoin aussi. Et si l'enfant a besoin du tube pendant 3 mois, est-ce que vous le changez? Ah oui, on change le tube, oui, parce qu'après... Oui, tous les oui, tous les jours pour le nettoyer. Tous les jours voilà. Ah non, tous les jours. Tous les jours, on le sort, on le nettoie, et il peut durer environ une petite semaine, 5-6 jours, parce qu'après, le caoutchouc, enfin, le silicone, il s'abîme, quoi. Oui, je voulais juste faire un commentaire parce que pour le coup, ma fille a bénéficié d'un tube nasopharyngé. C'est vrai que ce qui est important, c'est qu'il soit bien nettoyé régulièrement parce qu'évidemment, sinon, il y a des obstructions, il y a pas mal de sécrétions aussi au début quand il s'habitue à la sonde. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que ça reste intéressant dans le sens où ça permet d'éviter des procédures plus invasives. Donc effectivement, oui. Merci, je crois qu'on fait tous bien ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que nous, on est embêtés dans le tube par 2 choses. La première, c'est la fixation, parce que l'anneau dont tu parles, pour le commander, je regarde Agnès, on n'y est jamais arrivé. Du coup, nous, on les coupe et on les fixe en 3 parties, ce qui fait que ça bouge. Parce que, donc, quand tu parles de demi-centimètre derrière, en fonction de comment il pleure, comment il tète, comment il met sa langue, moi, je trouve qu'à 1 centimètre près... donc voilà, je trouve que c'est pas du tout évident à fixer. Et la deuxième chose, c'est que nous, on les change qu'une fois par semaine parce que ça fait quand même mal de passer la Coan. Et comme ça altère quand même un petit peu, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas le bon anneau pour le fixer, ça a tendance à déformer la narine. On veut changer de narine toutes les semaines.
Et du coup, passer dans la narine contralatérale où le canal n'est pas fait, ça fait encore plus mal que dans celle où on a l'habitude. Donc finalement, moi je trouve ça assez invasif, mais c'est probablement parce qu'on n'a pas le bon outil pour pouvoir la fixer correctement. Alors effectivement, de toute façon, c'est invasif puisqu'on rentre quelque chose dans le corps, donc il y a une certaine invasivité. On utilisait d'autres types de sondes vraisemblablement avant que celle-ci. Celle-ci, on s'est battu pour pouvoir les commander. C'est un peu compliqué, effectivement. Donc c'est la société Téléflex qui les commande. Et là maintenant on arrive à les commander. Et comme le bout est un peu coupé en biais, ça permet effectivement d'épouser aussi la forme de la langue derrière. Mais la fixation de toute façon n'est pas évidente en soi, hein, que ce soit avec des ailettes ou pas sans ailettes, parce qu'on est des fois à 0,5 mm.